D'accord. Vous n'avez pas besoin de passer les slides? Et vous êtes à Nantes, vous? Oui, moi je suis nantaise. D'accord. Et vous n'êtes pas encore conseiller du commerce extérieur? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il nous revient d'animer cette table ronde qui est consacrée à l'accès aux innovations, finalement, la structuration d'un écosystème performant pour l'innovation en santé. Alors, pour cette table ronde, on a des invités de marque que je vais présenter brièvement. Tout d'abord, Charles-Édouard Escura, directeur de l'Agence d'innovation en santé, agence récente. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Et c'était important que l'AIS soit évidemment présente à cette table ronde. Frédéric Girard, président de France Biotech. Bonjour Philippe, merci. Alors, le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas, donc on va allumer le micro. On. Mais on va le faire fonctionner. Bonjour Philippe, Voilà. Merci pour l'invitation. Tout à l'heure, je dirai quelques mots de la collaboration qu'on a avec France Biotech. Et puis, Emmanuel Godmer, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même dire que, bien sûr, associé de l'agence AIA, que l'écosystème santé, qu'il soit public ou privé, connaît bien, et qui est présente aujourd'hui, non pas pour cette raison, mais pour une autre fonction importante qu'elle occupe, qui est présidente de la French Care Pays de Loire. Et les Pays de Loire, région que je connais bien, évidemment, se sont structurés de manière singulière sur ce sujet et de manière un petit peu volontariste. Alors, avant de passer aux questions, juste vous dire ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que les CHU français jouent un rôle évidemment majeur dans l'innovation en santé, ils jouent un rôle majeur dans la recherche dans les sciences du vivant, la recherche en santé en particulier, puisque les CHU ont aujourd'hui 19 IHU, sont détenteurs de 19 IHU. Ils collaborent en totalité, bien sûr, tous avec plusieurs startups et 26% d'entre eux, pour prendre simplement quelques marqueurs, ont d'ores et déjà pris des participations dans les startups. Donc on voit bien que les CHU sont un point d'appui et doivent être impérativement un point d'appui pour cette innovation en santé dont on porte le développement. Alors, je commencerai peut-être par une première question. Et puis, ce sera intéressant éventuellement de présenter l'entité que vous dirigez et son rôle. La première question, c'est, on a pris l'initiative avec France Biotech depuis 3 éditions de développer une journée qui s'appelle le CHU Connection Day, qui connaît une affluence quand même très spectaculaire, puisqu'on a commencé avec 400 membres participants à Nantes, puis 800 à Marseille et à peu près 1100 participants l'année dernière à Lille. Donc on voit qu'il y a une envie, il se passe des tas de choses, il y a une structuration qui se met en place dans les établissements. Mais la première question que je voulais poser, c'est cette innovation en santé qui est distincte de la recherche en santé, est-ce qu'elle a finalement été vraiment métabolisée par les CHU français, pour se dire un peu les choses? Et quelle est votre appréciation sur ce point? Et j'avais envie de commencer par le directeur de l'AIS sur cette vision un peu globale. Merci pour la question. Encore merci pour cette invitation. Est-ce qu'elle a été métabolisée? Je dirais que non. Est-ce qu'elle est en cours de métabolisation? Oui. C'est-à-dire comme le management, l'innovation en tant que telle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer l'innovation. En fait, c'est consubstantiel aux soins, à la santé, à l'hôpital. Sinon, on serait encore en train d'opérer comme il y a quelques siècles. Donc forcément, l'innovation, elle fait partie de l'ADN et des gènes du soin et de la santé, et donc des CHU. Peut-être qu'on peut se dire toutefois que, et comme vient de le rappeler Philippe El-Saïr, ne serait-ce que l'affluence au CHU Connection Day le démontre, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus marquant. Mais on voit qu'il y a des processus. Par exemple, les années 50, c'était l'ère du management de projet, métabolisé au fur et à mesure. Et puis les années 80, 90, l'ère du management par la qualité, qui a de plus en plus métabolisé. Les années 2000, ça va être plutôt le management, et 2000, 2020, l'ère du management par l'innovation. Et j'en veux pour preuve la sortie de normes de type ISO en la matière. Donc là, moi, mon appréciation en la matière, c'est de dire que par rapport à d'autres secteurs,
Oui, c'est en cours de métabolisation. Oui, il y a une prise de conscience de la part des dirigeants hospitaliers du fait que l'innovation se gère, a besoin de processus, d'organisation dédiée, d'être structurée, parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficience, c'est un facteur d'attractivité. Je pense quand même qu'il y a encore quelques points à voir dans les années à venir, et c'est ce qu'on cherche à faire au sein de l'AIS, et ce qu'on va poursuivre, les efforts qu'on va poursuivre dans les prochaines semaines. Merci. Alors, Frédéric Girard, vous êtes un acteur important parce que France Biotech est une association très importante. Vous allez nous rappeler, peut-être pour que tout le monde soit bien au clair sur son rôle, son influence, son rayonnement. Et puis ensuite, peut-être nous dire votre perception qui est très intéressante parce que vous représentez ce monde des startups et de l'entreprise sur cette métabolisation, cette adaptation du CHU aux enjeux des startups finalement, où on en est sur le gradient d'adaptation. Merci Philippe. Alors, 2 mots sur France Biotech. France Biotech, nous sommes l'association professionnelle des entrepreneurs français de la health tech. Il y a 2 mots très importants. C'est d'abord français. Les 700 entreprises adhérentes de France Biotech sont très majoritairement françaises. Et d'ailleurs, leurs technologies, les technologies qu'elles développent, viennent essentiellement de la sphère académique française. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est health tech. C'est-à-dire, contrairement à ce que dit le nom de l'association, on a effectivement des startups qui développent de médicaments, ce qu'on appelle les biotech, mais également des medtech qui développent des dispositifs médicaux, des entreprises de plus en plus qui développent des solutions de santé numérique, parce que finalement, cette transversalité technologique, elle fait beaucoup de sens dans la mesure où il y a une convergence des exigences réglementaires. Et puis finalement, ça nous permet d'avoir un discours qui est très centré sur le parcours patient. Et le parcours patient, il fait appel à ces différentes technologies. Et donc, notre rôle, eh bien, c'est d'accompagner, d'accélérer le développement de ces entreprises en favorisant l'accès à l'information, en favorisant le partage d'expertise, puisque c'est très, très collaboratif. On a des entreprises qui sont à des niveaux de maturité extrêmement différents. Et puis, on s'assoit, on travaille ensemble avec les entrepreneurs, mais également l'ensemble de l'écosystème pour formuler des propositions auprès des pouvoirs publics pour justement favoriser le développement de l'innovation en France. On a une quarantaine de groupes comme ça qui travaillent sur des propositions concrètes. Et dans les priorités, eh bien, c'est le financement, l'accès à la donnée, l'ancrage en France, c'est très important, l'accompagnement des grandes réformes et évidemment l'attractivité pour les talents. Alors sur votre question sur la métabolisation, moi, la frontière entre CHU et health tech, elle est très très étroite en définitive. Comme je vous le disais, la majorité des technologies qui sont développées par les health tech vient de la sphère académique. C'est-à-dire que les innovations maturent à l'université, au CHU, et puis à un moment, eh bien, si on veut faire un développement aux standards réglementaires internationaux, que le produit puisse être enregistré par la FDA, par l'EMA, par les autorités japonaises, eh bien, on a besoin de données cliniques, précliniques, d'un développement industriel particulièrement rigoureux et qui est particulièrement coûteux. On estime aujourd'hui pour un médicament à 15 ans de développement entre 800 millions et 1 milliard. Pour une entreprise qui va démarrer avec un compte en banque à 0, donc il y a toute une ingénierie financière qui va avec. Et eh bien, ces technologies, elles passent dans une société qui va être créée à dessein avec l'aide des offices de transfert de technologie éventuellement. Et donc, la majorité des technos, elle vient de l'académique, des CHU. Elle est développée en priorité avec les CHU, recherche clinique notamment. Et au bout du bout, les premiers utilisateurs vont être les CHU. Donc, frontière très étroite. Après, vous parliez du CHU Health Tech Connection Day. Il y a l'événement. Ce qui est tout aussi intéressant que l'événement, c'est la préparation de l'événement. C'est-à-dire les différentes itérations qu'on a pour bien comprendre les besoins des uns, des autres, la façon de penser. Et on identifie aujourd'hui, finalement, certes une collaboration active, mais quatre zones de faiblesse, finalement, collectives. La première, c'est l'identification très tôt de technologies viables. C'est-à-dire des technologies qui répondent à un vrai besoin, et on en parlera cette année au CHU Health Tech Connection Day, et des technologies pour lesquelles on sait qu'il va y avoir un passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être capable d'avoir un développement clinique, industriel, un enregistrement, donc qui a un intérêt pour les investisseurs. Et ça demande d'avoir
au sein des CHU une vraie culture économique de l'entreprise parce que tout n'est pas industrialisable. Et là, il y a certainement un axe de développement intéressant. Le deuxième axe d'amélioration, c'est l'accompagnement de ces technologies très en amont. On ne peut pas passer les technologies trop tôt dans le domaine privé parce que la route est longue. Et donc les étapes de financement sont particulièrement exigeantes. Donc il y a besoin de faire ce transfert de technologie au bon moment. Il y a besoin d'accompagner avec une forme d'agilité pour accélérer les essais cliniques, de dérisquer les technologies avec un accès aux données de santé. Tout ça, c'est des travaux qu'on fait notamment autour de FEDATA. Il y a le rôle des guichets uniques, des tiers-lieux, qui sont aussi des structures d'accompagnement. Troisième axe d'amélioration, c'est les sujets d'accès au marché. Être capable d'accompagner dans l'accès au marché, d'anticiper les besoins des autorités qui vont faire ces évaluations, et c'est le rôle des tiers-lieux. Et puis, et c'est un sujet très important du CHU Health Tech Connection Day, il y a le déploiement de l'innovation, on pourra en parler, et finalement, il ne suffit pas d'avoir une techno qui répond à un besoin, il y a tout un travail de gestion du changement qui est nécessaire. Donc voilà, 4 axes. Donc l'identification des besoins, l'accompagnement des technologies, la réflexion sur l'accès au marché et finalement la gestion du changement, le déploiement. Donc il reste encore du travail quand même. Il reste encore du travail et vous le disiez, 400 participants à Nantes, 800 à Marseille, 1000 à Lille et des discussions très denses sur la préparation du CHU Health Tech Connection Day de Bordeaux. Et je salue Vincent Nicolin qui vient juste d'arriver, qui montre qu'il y a un intérêt très fort, un engouement très fort à faire avancer collectivement cette accélération de l'innovation. Alors, merci beaucoup Frédéric. Emmanuel, tu as la force de très bien connaître l'univers santé, et depuis longtemps. Et d'ailleurs de le connaître, mais je ne sais pas si c'est la vraie frontière, de connaître à la fois la sphère du public et la sphère du privé, de connaître la sphère des établissements et la sphère des entreprises de l'environnement santé, ce qui est peut-être une autre frontière tout aussi structurante. Et puis, tu as tenu, et avec notre soutien, je cherche Cécile Jacquelin, mais elle n'est pas là, elle fait autre chose, c'est aussi le propre de ce type de rencontre, tu as tenu à structurer en Pays de Loire très fortement la French Care avec une structure associative en donnant une dimension très puissante. Alors peut-être la première question, c'est pourquoi cette structuration spécifique finalement? Qu'est-ce qui a fondé et qu'est-ce qui est venu nourrir ce choix? C'est important parce que ça a un rapport évidemment avec notre sujet de rencontre des acteurs. Et puis sur la première question d'entrée finalement, comment toi qui es une fine connaisseuse du milieu, des structures et des gens, tu analyses cette métabolisation en cours par les CHU de cet enjeu de l'innovation en santé? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors pourquoi tu la connais, mais pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information, moi j'ai envie de raconter en 30 secondes la belle histoire de la French Care Pays de la Loire. AIA, Life Designer, que je représente, puisque je suis dirigeante de ce grand cabinet d'architecture très spécialisé dans la santé au niveau national et international. En fait, c'est cette légitimité-là qui m'a fait entrer dans d'abord l'association des acteurs de la French Care, qui est la seule association qui anime au niveau national et qui est présidée par Antoine Tenière l'écosystème du care. On est champion en France pour ne pas se parler, y compris dans le secteur dans ce grand secteur qu'est la santé, qui embarque des biotech, des medtech, etc. Et en fait, on ne se parle pas. Nous, on ne se parle pas. Nous, on se parle parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais les gens ne se parlent pas, globalement. Et donc, l'idée première de cet engagement au niveau national, c'est de faire le lien. Donc, se parler, pourquoi ? Pour rayonner à l'international, pour être attractif, pour pousser les innovations globalement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Antoine Tenière m'a proposé, puisque je suis nantaise, qui est une magnifique ville, d'être ambassadrice au niveau de Nantes.
Et après m'être tournée vers toi, vers les 2 CHU qui sont dans notre région et qui nous accompagnent sur cette structuration depuis le début, et la présidente de région, on s'est dit, mais non, il faut qu'on ait une dynamique régionale. Et pourquoi avoir une dynamique régionale? Pour faire le lien avec le national, c'est qu'il y a des entreprises du territoire Pays de la Loire, mais c'est le cas dans toutes les régions, qui sont intéressées quand même par leur territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas au national. Et donc, c'était comment faire le lien entre cette dynamique nationale et cette dynamique territoriale pour faire plus, pour faire plus vite, plus loin, rayonner et être attractif. Et assumer cette relation publique-privée qui est quand même assez complexe pour plein de raisons, pour des raisons juridiques, pour des raisons d'organisation, etc., etc. Et donc, faire plus vite, faire plus loin. On a évoqué, en préparant cette table ronde, cette notion du temps. Ce temps long qui est nécessaire pour tout un tas de recherches liées au CHU, mais ce temps court qu'ont les entreprises qui ont besoin de financer, qui ont besoin de rayonner et qui ont besoin de développer. Donc, pour te répondre concrètement, pour moi, c'est faire plus vite, mieux et aller plus loin, mais ensemble. Et donc assurer cette transversalité et cette relation publique-privée. Et puis pour compléter la réponse, on sait bien à quel point aujourd'hui les finances publiques sont compliquées. Et donc dans cette association ligérienne qui est membre de l'association nationale, on a un collège investisseur. On a assumé d'avoir ce collège investisseur. Alors on sait qu'il y a un débat sur la financiarisation du secteur de la santé. Le sujet n'est pas là. Le sujet est comment des investissements privés encadrés peuvent venir en soutien de grands enjeux de santé publique. Mais aussi sur des innovations, parce que je vois Céline en face de moi, il y a l'innovation et il y a les innovations. Et dans la French Care Pays de la Loire, on est sur des organisations qui sont aussi des innovations organisationnelles, managériales, transversales, sur des thématiques qui ne sont pas abordées globalement dans le monde de l'innovation très bien organisée des biotech, des medtech, etc. Et pour autant, qui sont des vrais sujets de crise de la santé publique en France. Voilà. Donc on lance là, avec l'aide de la Banque des Territoires, dans le cadre de ce collège d'investisseurs, pour s'aligner sur la feuille de route nationale, une étude sur le poids du care, ce qu'avaient fait les acteurs de la French Care au niveau national, une étude sur le poids du care en région Pays de la Loire, les leviers que ça donne en termes de rayonnement et puis de développement économique, et sur le poids de la prévention. Ça va être ce socle. Alors nous, on est une toute jeune association, comme tu le sais. On a la chance d'avoir les 2 CHU de notre région extrêmement engagés, les pôles de compétitivité, etc. L'idée, c'est pas de recréer un énième silo, mais d'assurer cette transversalité. Et on aura un événement sur ce sujet investissement et santé à Angers le 25 juin prochain. Alors sur l'autre question, sur la métabolisation finalement, où est-ce qu'on en est en termes de notre capacité à intégrer cette dimension dans les CHU, repérer des guichets uniques, trouver les bons interlocuteurs, s'adapter à ce temps court qui est celui de la start-up. Quelle est ta perception ? Alors très concrètement, et on l'a vécu avec les 2 directeurs innovation des 2 CHU, je pense que les tiers-lieux des CHU sont un vrai lien opérationnel, objectif, rapide pour faire le lien entre le privé et le public, à la fois pour être offreur de solutions, mais aussi pour pouvoir répondre à des demandes qui sont exprimées par le CHU. Je pense que c'est très concret pour moi et je le vois au quotidien. C'est le renvoi qu'on peut faire aux directions de l'innovation des CHU, mais avec cette ambition de bien distinguer l'innovation et les innovations. Très bien. Alors, lorsqu'on a préparé la table ronde, on s'est dit qu'il fallait qu'on se dise les choses. Parce que moi, quand je viens assister à une table ronde, j'aime bien repartir avec 1 ou 2 idées quand même. Dire, tiens, là, il y a une alerte ou il y a une bonne pratique à récupérer finalement. Et ça sert à ça quand même, ce type d'événement. Et j'avais envie de passer à une deuxième question, qui est de vous dire, dans vos fonctions respectives et vos visions différentes, à des échelles différentes, parfois nationales, parfois sectorielles,
qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui, quelles sont les méthodes utilisées qui ont fait leurs preuves et qu'on peut, nous, industrialiser, qu'on a intérêt à récupérer, et au contraire, qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui doit encore progresser dans le fonctionnement des CHU sur l'innovation aujourd'hui. Charles-Édouard, peut-être. Merci. Quand on regarde un petit peu les différentes expériences qui ont lieu, parfois pour quelques années derrière, il y a vraiment des lignes qui sont assez structurantes. Le premier point, pour savoir ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on veut qui marche bien, on veut gagner du temps. On veut faire gagner du temps, à la fois ça a été évoqué, parce qu'on veut éviter d'être trop asynchrone, du temps à l'entreprise, mais du temps aussi au personnel, d'une capacité aussi à pouvoir implémenter, dire stop assez rapidement et réunir finalement des interlocuteurs au bon moment, au bon niveau, pour éviter des redondances de réunions, et on connaît ça tous par cœur. Le premier point, c'est la capacité à fédérer autour d'un point d'entrée unique. Ça paraît un petit peu bête, mais c'est clé. C'est-à-dire qu'à un moment, avoir un interlocuteur ou un guichet permettant après d'avoir ce début d'interface qui permet après de connecter avec les différents acteurs, et dans des entreprises, dans des organismes aussi complexes que des centres hospitaliers universitaires, être capable à un moment donné, là pour le coup, de métaboliser la demande en un endroit pour être capable de répondre, ça me paraît être une bonne pratique. Alors, il y a un autre point donc le guichet. D'ailleurs, à l'AIS, c'est ce qu'on a fait. La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est de faire un guichet où les porteurs de projets viennent déposer un guichet, pas de pub, mais au moins, après, on redispatche et on peut suivre ce qui se passe, dire go, no go sur les dossiers. L'autre point qui me semble important, ça va paraître un peu, peut-être tarte à la crème, mais c'est l'engagement de la direction. Alors, je sais que la direction doit être engagée sur tout, d'accord. Mais à un moment donné, avoir une capacité décisionnelle, une capacité à activer les leviers, institutionnaliser quelque chose qui parfois peut être peut-être relevé de la relation interpersonnelle. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça veut dire qu'il faut à un moment donné que l'organisation soit capable de se l'approprier, là aussi de le métaboliser pour en sortir quelque chose d'intéressant. Que le projet vienne de l'externe ou de l'interne. Quand un dirigeant ou une dirigeante hospitalière va en externe et peut faire la promotion de son organisation en matière d'innovation, c'est pas mal. Quand en interne, on est capable de discuter avec des cadres, avec les paramédicaux en disant on peut faire ça, on peut faire émerger des projets, c'est pas mal. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là et d'avoir cette capacité à l'institutionnaliser. Donc je ne sais pas si c'est des copiles, en codir, en coproche, que sais-je, mais en tout cas, avoir une instance qui permet de passer en revue les dossiers, de dire go, no go, et j'irai même plus loin, de dire no go, mais ça peut intéresser d'autres collègues. Là, vous parliez des deux CHU sur le même territoire. Enfin, pour moi, ça me semble assez clair de se dire tiens, on va l'envoyer au CHU de Nantes, ou on va l'envoyer au CHU d'Angers. Enfin, donc ça me paraît bien. Ce sont ces deux points-là. Il y en a bien d'autres. Il y aurait le système d'information, mais ces deux points-là, pour moi, me semblent archi structurants pour être capable de passer des caps et surtout, d'embarquer des équipes, parce que c'est ça qui va être le plus important, qu'il n'y ait pas l'impression de perdre son temps ou de ce soit une espèce de hocher qui serait donné. Pas du tout, d'être capable d'embarquer ça. Voilà, rapidement. Alors sur cette question de qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui peut encore progresser, quel est le point de vue des entreprises justement que France Biotech représente ? Je vais répéter un certain nombre de concepts de Charles-Édouard. Il y a trois choses qui marchent bien et qui néanmoins peuvent être perfectibles. Le premier point, c'est toujours dans cette idée de guichet unique ou même tiers-lieu, IHU, qui permettent finalement de fédérer un certain nombre d'expertises. On se rend compte que l'interface fonctionne de mieux en mieux. Et de toute façon, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé lors des CHU Health Tech Connection Day, la relation avec la direction de la recherche, de l'innovation, des CHU. Mais c'est après, on se rend compte finalement que nos interlocuteurs ont eux-mêmes du mal à mobiliser les ressources en interne au CHU, et notamment les professionnels de santé. Et c'est d'ailleurs une des évolutions que vous avez souhaitées pour le prochain CHU Health Tech Connection Day, c'est d'embarquer les professionnels de santé pour qu'eux aussi se mobilisent en soutien au développement de l'innovation. Et c'est important parce que parfois on se rend compte que pour que la direction de la recherche d'innovation ait rendez-vous, réussisse à construire une réunion avec les bons cliniciens, il se passe 4 ou 6 mois. Et 6 mois, c'est l'horizon de trésorerie de la moitié des health tech françaises. Donc 6 mois, c'est vraiment très très long. Après, l'autre dimension, on a effectivement des gens en premier niveau qui sont très compétents sur
le besoin du CHU, la place de l'innovation dans le CHU. Mais pour attirer les financements, il faut aussi d'autres compétences qui manquent parfois. Et si on veut vraiment travailler à l'émergence de l'innovation, il faut des compétences aussi réglementaires, des compétences d'accès au marché, parce que les investisseurs vont soutenir le développement des innovations s'ils se rendent compte que l'équipe qui les pilote a anticipé les besoins de la FDA et de l'EMA dans 5 ou 10 ans et les besoins de la HAS, de NICE, du GBA dans 5 ou 10 ans. Et ça, c'est des compétences, je dirais, médico-économiques extrêmement importantes. Et puis, le dernier point, et on y travaille, c'est le déploiement inter-CHU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies qui ont été développées dans un CHU, elles arrivent à se déployer assez facilement dans le CHU, mais comment on arrive à embarquer les autres CHU ensemble, peut-être en ayant une identification du besoin qui soit collective, un développement qui implique plus de CHU, et puis travailler sur, je dirais, la gestion du changement, c'est une science qui est bien connue, mais est-ce qu'elle est suffisamment mise en application entre les entrepreneurs et les établissements hospitaliers? Merci. Alors, Emmanuel, sur ce point d'étape, dans le regard qui est le tien, qu'est-ce que finalement on peut saluer en se disant là on a des méthodes qui fonctionnent et au contraire qu'est-ce qui reste encore des zones à défricher pour les grands CHU qui sont les nôtres, avec des institutions dont on mesure bien la taille, l'épaisseur, la complexité et qui néanmoins ont beaucoup à faire avec ces petites structures agiles que sont les startups? Moi, je pense que au sujet du temps, qui est pour moi un sujet, vous le rappeliez tout à l'heure, par rapport aux besoins de financement des entreprises, parce que ça peut aller jusqu'à ce qu'une entreprise se plante. C'est-à-dire que parce qu'elle n'a pas eu le rendez-vous au bon moment, ça peut faire tomber une entreprise. Donc, le sujet du temps, c'est comment on raccourcit ce temps. Et encore, on va pas revenir sur ce qu'on s'est dit, mais le sujet en tout cas, moi, je le constate en région, le sujet des tiers-lieux est quand même à accélérer les choses. Et avec des profils de managers qui dirigent les tiers-lieux qui ne sont pas forcément des profils hospitaliers. Avoir des profils industriels ou des profils d'acteurs qui vont plus vite, je pense que ça donnerait un petit peu de bouffer l'air à certains CHU. L'autre point, c'est comment, quand ça marche, ou même quand ça ne marche pas, parce que moi je pars du principe qu'on apprend souvent plus de ses erreurs que de ses succès, c'est partager ses retours d'expérience. Que ce soit pour des produits, pour des services, pour des innovations en termes d'organisation, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, mais surtout qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, le partager. Je pense que toute entreprise, quel que soit ce secteur, souffre de ce manque de partage. Mais vous en souffrez aussi. Donc voilà, et puis ne pas avoir peur. On a peur en France, alors qu'aux États-Unis, c'est considéré, même si tu te plantes, tu as eu une expérience, et cette expérience, c'est comme pour les enfants, elle est fondatrice pour le reste. Donc comment on fait des retours d'expérience, y compris des retours d'expérience qui n'ont pas marché, pour aller encore plus vite, plus loin et partager ensemble ça. Je pense que s'il y avait un lieu, en tout cas moi je rêve de ça pour notre petite association ligérienne, et je salue parce que effectivement moi je l'anime, mais il y a un écosystème de presque 400 entreprises qui se sont fédérés. Je salue Nathéo Santé qui s'y présente, la société Seclem, etc. Parce que les gens se prennent en charge. Et on n'attend pas de là-haut quelque chose qui tombe, on se prend en charge pour avancer. Donc voilà, ce retour d'expérience, partage de nos échecs, presque plus que de nos réussites, et la notion de temps qu'il faut vraiment gagner sur certaines typologies d'innovation, parce que pour certaines, il faut un temps long, bien sûr. C'est vrai qu'en France, on déteste l'évaluation, en fait. On la fuit et on la contourne par tous les procédés possibles et imaginables. Et on déteste faire ce débrief sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, qui est finalement plus intéressant parfois souvent que le succès qui tient à des circonstances qu'on n'a pas toujours maîtrisées et provoquées, d'ailleurs.
Alors peut-être les questions, avant de passer à la dernière question. Est-ce que la salle, sur nos thématiques et par rapport à nos orateurs, une intervention, des questions? Oui, bonjour, Société Ventio, on fait de l'imagerie médicale. Alors peut-être un élément que j'ai pas vraiment entendu, c'est peut-être les CICIT pour la coordination interchu, c'est-à-dire que développe chacun des thématiques. Je pense à l'imagerie médicale à Nancy en particulier, et c'est peut-être un moyen de mutualiser ou de plus rapidement distribuer ou avoir des études multicentriques qui sont efficacement montées avec un certain partenariat entre les CHU. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce point-là, mais... Commentaire. Je crois que toutes les initiatives qui vont permettre effectivement de fédérer des compétences et de faire travailler les établissements hospitaliers, les cliniciens, les industriels sont bonnes. Ce qui est important, c'est le travail sur l'identification du besoin, l'accompagnement au développement, l'anticipation très très tôt des problématiques d'enregistrement, certification, accès au marché, achat public. Et en particulier dans le domaine du dispositif médical où la France est faible en fait. Il faut le dire, on n'a pas aujourd'hui de champion du dispositif médical. Voilà, tout ce qu'on pourra faire qui est fédérateur est évidemment une initiative extrêmement positive. Juste pour compléter la question de la mutualisation de l'évaluation, elle me semble assez clé, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mettre en réseau différents centres hospitaliers, universitaires ou pas universitaires, mais en ayant repéré les compétences qui vont permettre d'accélérer sur les évaluations, notamment quand ça peut être assez de niche ou assez technique, ça peut être assez intéressant, et après de mutualiser ça. Je pense que c'est des initiatives qui peuvent être pas mal aussi. Bonjour, docteur Lordella Monica. Donc, on a développé une plateforme de dépistage des TMS et RPS pour diminuer l'absentéisme. Donc, c'est une innovation pour la santé des soignants. Et je voulais savoir s'il y avait des tiers-lieux d'expérimentation pour évaluer notre solution dans le milieu hospitalier. Je pense que beaucoup de CHU s'intéressent à ce sujet. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a plein d'entreprises là-dessus. Parce que c'est un énorme problème. C'est-à-dire que les niveaux d'absentéisme des soignants sont très élevés. Vous savez qu'ils sont supérieurs aujourd'hui, il est à 9 points à peu près, en moyenne. Mais vous avez des professions, en particulier pour les aides-soignantes, où il est bien supérieur, parfois proche de 20%. Vous avez 20% de votre force de travail qui n'est pas là. C'est absolument extraordinaire. Et on est un peu démunis par rapport à ça. Et on est sollicité par beaucoup de sociétés, sans trop savoir comment choisir, en fait. Et alors finalement, parfois, on donne suite à telle ou telle initiative, mais sans... Donc ça résume bien un peu un des aspects que vous citiez, monsieur, c'est qu'on est dans un univers qui a beaucoup de mal à capitaliser quand même, à mutualiser ses succès et ses échecs. Les institutions restent quand même assez repliées sur elles-mêmes et sur leur propre histoire. Elles tirent des leçons de leurs échecs et de leurs succès, elles prolongent des trajectoires. Mais finalement, il nous manque quand même une structure de mutualisation des bonnes pratiques. Et peut-être qu'une des missions qu'il faut qu'on donne au CHU Connection Day, à la journée annuelle, c'est de faire un peu ce boulot aussi, sur le champ qui est le nôtre. Parce que les bonnes idées ont du mal à se faire connaître. Et du coup, c'est une véritable difficulté. Oui, parce que là, pour le secteur privé, en fait, on est référencé au niveau de l'assurance maladie risque pro, donc les entreprises bénéficient du FIPU, donc ils ont des subventions, et le secteur public n'en bénéficie pas, et donc c'est pour ça que je voulais voir comment pouvoir intégrer un CHU public pour pouvoir expérimenter notre solution et pouvoir l'évaluer. Alors, pas l'expérimenter parce qu'elle est, elle est fonctionnelle, parce on a des clients dans le secteur privé, parce qu'ils n'ont pas de frein au financement, parce qu'il y a une prise en charge par le FIPU. Par contre, dans le secteur public, effectivement, il n'y a pas de prise en charge, et les hôpitaux ont du mal à s'engager, puisqu'il y a du budget à débloquer pour le tester. Non, mais ça, on va regarder comment on peut vous faciliter la tâche. Mais néanmoins, le problème, il est global.
Et alors, est-ce que c'est aux centrales d'achat de faire ce boulot, mais sur la base de quels critères? Est-ce qu'elles en ont la compétence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à... Non, moi, les centrales d'achat, elles m'ont répondu, vous le faites. Elle référence. Est-ce que c'est à nous d'imaginer quelque chose? On a pour la réunion qui va se tenir à Bordeaux, on aura une plénière spécialement dédiée aux innovations au service de l'organisation. Hein, et typiquement, on a évoqué le sujet des ressources humaines, qui est clé, parce que l'hôpital, voilà, l'essentiel de la création de la valeur, c'est de l'humain en définitive. Hein, et on peut tout à fait avoir cette discussion avec une approche aussi de mutualisation de l'identification des besoins. C'est-à-dire que ce besoin, il existe dans tous les CHU. Est-ce que chaque CHU doit aller à la recherche d'une solution, ou est-ce que c'est plus une approche groupée de l'identification des besoins, de l'expression des besoins, alors vous allez dire, ce que je vous décris ressemble beaucoup à une procédure achat, hein, mais peut-être aussi de laisser en pratique, en vie réelle, des différentes solutions qui pourraient être pilotées dans des tiers-lieux ou d'autres espaces pour identifier la meilleure solution. Hein. Donc c'est un des sujets, évidemment, qui est dans les radars et dont on parlera à Bordeaux. Très bien, merci. Alors pour conclure la table ronde, j'avais envie de vous poser à tous les trois une question assez simple. Est-ce qu'il y a toujours dans l'idée d'essayer de repartir de cette table ronde avec quelques repères, est-ce qu'il y a une initiative finalement que vous aimeriez citer comme étant particulièrement inspirante pour notre univers? Alors, non, je suis désolé, mais plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs qui sont inspirantes, je pense, dans le domaine hospitalier. Évidemment, la question du management de l'innovation, pour nous, au niveau de l'AIS, c'est extrêmement important, puisque c'est la capacité de pouvoir finalement faire atterrir les innovations au sein des centres, des établissements de santé, et qu'elles émergent ou qu'elles arrivent de l'extérieur. Donc je vais en citer 2-3 quand même. En centre hospitalier universitaire, je vais citer les hospices civils de Lyon, qui depuis longtemps maintenant ont pris en charge ce dossier. Je voudrais citer aussi l'initiative du centre hospitalier universitaire de Montpellier sur l'extracteur d'innovation. Je voudrais citer un centre hospitalier qui n'est pas universitaire, mais La Rochelle, qui a la capacité, là plutôt sur le paramédical, en fait, il y a vraiment énormément travaillé sur ce sujet-là. Vous me permettrez d'aller aussi du côté des ESPIC, où je pense à Saint-Joseph, à Paris, qui a créé des référents en fait en matière d'innovation. Je suis désolé peut-être pour Philippe Elsayer, mais je vais citer quand même le centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ne le savait pas, compte tenu des initiatives qui ont été prises depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec différents points qui pourra détailler. Donc, je ne vais pas faire de pub, mais vraiment d'initiatives. Et simplement, je voudrais dire qu'au niveau de l'Agence de l'innovation en santé, on ne va pas faire que citer des initiatives, mais aujourd'hui, on travaille de manière extrêmement forte sur la sortie d'un appel à projet qui vise et qui sortira dans les prochaines semaines. On est en train de le finaliser. On en a pas mal discuté avec les hospitaliers, parce que ça vient du terrain, justement pour accompagner les établissements de santé sur la structuration de leur organisation, des process, et finalement aider à passer un cap, avoir un effet d'entraînement comme d'autres initiatives qui ont pu avoir. Donc vous en entendrez parler très certainement, enfin je l'espère, dans les prochaines semaines, parce que pour nous c'est clé, c'est-à-dire la capacité qu'on a à pouvoir avoir des terrains d'atterrissage ou d'émergence d'innovation sont des choses qui sont particulièrement importantes. Et les deux jambes qu'on a en la matière, c'est le management de l'innovation, sur lequel on travaille ardemment, et la mobilisation du levier de l'achat public, de l'achat public en particulier, parce que justement ça permet de passer de logique de subvention et de logique de chiffre d'affaires. Donc voilà les initiatives. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais il y en a vraiment beaucoup, et simplement on sent qu'il y a un besoin de passage à l'échelle en fait sur ce management de l'innovation dans les établissements de santé. Merci. Alors Frédéric, sur une ou quelques initiatives clés? Je vais en citer une qui surprendra personne, c'est le CHU Health Tech Connection Day. L'événement lui-même est important, mais il y a tout ce travail de réflexion amont qui, à mon avis, est aussi important que l'événement, puisque on se retrouve avec un certain nombre de DG de CHU, directeurs de l'innovation. On a souhaité embarquer cette année la conférence des doyens, la conférence des présidents de CME, les vice-présidents recherche, également les paramédicaux. Et tout ce travail de réflexion où finalement on partage nos préoccupations, nos besoins, nos objectifs, pour identifier des sujets de discussion communs qui vont bénéficier à nos communautés est extrêmement important.
et fait réellement évoluer finalement la façon de faire de part et d'autre. Merci. Emmanuel? Alors, pareil, moi je citerai la belle histoire de la French Care Pays de la Loire, quand même, parce que c'est vraiment une super dynamique à laquelle je ne m'attendais pas, objectivement, et public et privé. Et ça, je salue vraiment cet engagement à la française qui peut être, où le jeu, on dit souvent le jeu à la nantaise, mais en tout cas le jeu à la française, qui peut être salué. Le deuxième point, et je ferai 2 zooms parce que Philippe et Cécile Jaglin, incarnant les 2 CHU de Nantes et d'Angers, ont vraiment été, tu parlais, c'est lié à ta première question, mais l'engagement des CHU pour aller vers des ruptures, elle est réelle. Et comme on arrive aussi à une rupture liée à notre système de santé, je pense que c'est le bon moment pour être agile, innover et essayer, quitte à se planter, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, pour zoomer sur le CHU de Nantes, je saluerais la dynamique de Station S comme santé, sur quartier de la santé, avec cette relation publique-privée et cette volonté d'avoir un lieu, petit, moyen, grand, pour incarner ce croisement de compétences. Voilà, donc ça, voilà, avec une direction de l'innovation du CHU, encore une fois avec des profils qui sont assez atypiques, hein, quand même, et qu'on peut se aller. Et puis, un petit zoom sur le CHU d'Angers, où on est en train, parce que je crois beaucoup à l'expérimentation, parce qu'il y a beaucoup de blabla et d'échanges qui restent sans acte concret. On essaye, on fait un POC, avec un alignement et une vision entre une direction générale du CHU, une présidence une PCME, l'ARS, la ville d'Angers, sur un sujet qui sont le parcours de soins et le parcours patient, avec une société qui est présente, qui est la société Seclem ici, sur la thématique de l'hôtel hospitalier et de la résidence interne, soignant, pour être au plus proche et avec tout un certain de services que le CHU vient mettre à l'intérieur de ce programme innovant, notamment le tiers-lieu Mobis du CHU d'Angers. Et l'idée, c'est d'en faire une preuve de concept pour la décliner éventuellement et la partager dans le réseau des CHU, hein, d'ailleurs, ou des non-CHU, hein, parce que c'est... voilà. Pour en tirer des expériences positives. Voilà, donc concrètement, c'est un sujet... voilà. Et puis peut-être, pour finir, je rappelle ce collège investisseur, alors avec des banques classiques, des fonds d'investissement, des business angels, qui se positionnent sur le très long terme aujourd'hui et qui ont envie d'accompagner des grands enjeux de santé publique. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot de conclusion. Moi, je retiendrai 2-3 choses. La première, c'est que finalement, les choses se structurent un petit peu sur le guichet unique. Ça avance, et c'est quand même pas rien, parce que la question de savoir à qui je m'adresse dans une institution de plusieurs milliers de personnes, elle est fondamentale. Et ça ne peut pas être à la DG. Enfin, je veux dire, nous, je dis ça parce que c'est vrai que je reçois moins de mails d'entreprises qui me proposent ceci, cela. Et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elles ont trouvé un guichet plus efficace que le mien. Mais ça, c'est quand même majeur. Si voilà, je crois qu'il faut se mettre à la place des gens. Et donc, il faut qu'on ait un point d'entrée pertinent, spécialisé, qui puisse répondre. La deuxième, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez suggéré, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas dire non, on ne sait pas dire oui. Et en fait, nous, les hospitaliers, on est quand même de grands affectifs, on aime nos professionnels et on a beaucoup tendance à leur dire oui. Mais quand dans le pipe, il y a 120 projets, c'est qu'on n'accompagne personne, en fait. Et donc, on a un sujet que connaît bien le monde de l'innovation, c'est composer des comités de sélection. Voilà, qui sont capables de dire on arrête, voilà pourquoi, c'est la faute à personne, mais c'est pas à l'échelle, ça n'ira jamais sur aucun marché, ça ne fonctionnera pas. Ou au contraire, on continue et on met des jetons dessus pour vraiment accompagner. Donc ça, c'est le deuxième point, et c'est un truc qu'il faut qu'on apprenne parce qu'il ne nous est pas tout à fait naturel. Et ça doit être collectif. Et la troisième chose, c'est votre question sur le temps qui m'y fait penser finalement. Comment une institution comme le CHU, qui a fait sa recherche avec de très grandes entreprises, sur des projets qui duraient des années, et avec des structures qui avaient des assises en milliards d'euros, arrive à travailler avec des structures qui ont des durées de vie à quelques mois ou quelques semaines et des trésoreries à 15 jours. Et ça renvoie au profil, en fait.
C'est-à-dire que je pense que tant que les CHU n'auront pas intégré dans leur direction de l'innovation des gens qui auront vécu la réalité du côté de l'entreprise, elles n'arriveront pas à se représenter cette réalité. Donc c'est un des points. Et la question du profil, elle est complexe parce que, comme nous le dit Frédéric, une fois qu'on a passé ce stade du guichet, ce stade du choix et ce stade de la compréhension, il reste des tas de compétences techniques, en fait, très spécialisées, qui font la crédibilité sur le marché par rapport aux banques, etc. etc. Et là, on est encore à une autre échelle. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, pour ces échanges. Et merci à notre public. Alors, allô, alors, ok. Il y a plus de son. On teste les micros. Tu veux laver les micros aussi? C'est bonjour. Et c'est bonjour. Alors, oh, oh, on m'entend? Oui. Et.
et, c'est, et.